lendemain de l'incident de Mbour, 11 pêcheurs arrêtés et déférés au parquet. Réaction également d'associations de policiers à la retraite et de la société civile suite à l'image montrant des policiers pourchassés par une foule à Mbour. Lettre de protestation du Synpics, son secrétaire général a adressé la missive au ministre de l'Intérieur suite à la brutalité policière contre des journalistes vendredi dernier. L'archevêque de Dakar, avocat des enfants, halte à la maltraitance, a dit le chef de l'église sénégalaise dans son traditionnel message de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle par ailleurs à la solidarité. Frappe France dégage sur l'écho. Le mouvement dénonce l'unilatéralisme de la décision entre Ouattara et Macron. Il appelle à la souveraineté monétaire et à un fédéralisme budgétaire. Les actualités internationales, Georges Diop. En Guinée, l'opposition annonce un boycott des législatives de février prochain. Le Front national pour la défense de la Constitution. Une grande marche jeudi. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro retarde son retour à Abidjan pour éviter une arrestation. L'ancien président de l'Assemblée nationale est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Développement à partir de midi et quart, les sports, Malal Junior Diagne. Cap sur les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022, la Fédération sénégalaise de taekwondo regroupe une cinquantaine de jeunes combattants en stage à Saint-Louis pour jeter les bases de la sélection de l'équipe nationale qui va défendre notre pays au JOJ. Ouverture d'un nouvel ère au Casa Sport, le club lance la construction de son académie sport-études en début d'année. Le président Seydou Sané nous donnera de plus amples informations dans ce midi. Et vous allez revenir à partir de midi et 20 minutes à la technique de ce grand journal. Il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Au lendemain de heure hier, 11 pêcheurs arrêtés et déférés au parquet. Sur place, l'on s'oppose toujours à l'installation d'un quai de pêche, même si d'autres saluent les négociations à l'initiative des autorités. Abdourahmane Diallo. C'est le calme plat au quai de pêche de Mbour. Il n'y a aucune force de l'ordre sur place. Les pêcheurs continuent de ranger leurs pirogues et les dégâts sont visibles au quartier TFS et environ. Aujourd'hui ça va, d'ailleurs on est à la recherche de l'eau, donc c'est le calme. Ces pêcheurs trouvés sur place se réjouissent d'abord de la suspension du projet du deuxième quai de pêche et prônent pour le dialogue. Les jeunes n'ont pas de problème, il y a juste un manque de communication sur ce projet. Personnellement, je ne peux pas vous dire que c'est une usine qui est prévue ici ou si c'est un quai de pêche. Donc il y a un problème de communication. Ce qu'il faut dire, les discussions restent une solution et ça doit se faire dans le respect des uns et des autres. D'autres par contre campent toujours sur leur position. Ils ne veulent pas de ce projet. Couper court, on ne veut pas de ce projet. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le délocaliser. Mais on ne compte pas céder ce site car plusieurs activités se tiennent ici. Actuellement, 11 personnes arrêtées ont été déférées ce matin. La police, elle aussi, dénombre quelques blessés. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. L'image a alimenté les réseaux sociaux hier, une foule pourchassant des policiers à Mbour, un précédent grave et dangereux que dénonce l'Union nationale des policiers à la retraite et le Forum du justiciable. Pour ces deux organisations, la police n'est pas une ennemie, il faut plutôt une coopération pour la sécurité nationale. Voyons tout cela avec Awambaye. Commissaire de police à la retraite, Cheikh Tidiane Kane juge malheureux l'incident de Mbour. Des manifestants qui s'attaquent aux forces de l'ordre, un fait qui devient récurrent, regrette-t-il. C'est malheureux parce que la police a pour mission d'assurer la protection des biens et des personnes et d'être donc garant de la sécurité des populations. Qu'on en arrive là, c'est malheureux. Ce ne sont pas des ennemis, donc c'est des segments de la société. Ils doivent vivre et cohabiter ensemble dans la compréhension la plus totale. Bon, c'est malheureux parce que, mais vous savez, dans des incidents comme ça, il suffit simplement d'une étincelle pour que tout s'embrase. Mais encore une fois, je pense qu'il faut créer des mécanismes qui fassent que donc population et policiers s'acceptent davantage. Les images ont fait le tour de la toile et le Forum du justiciable estime qu'elles n'honorent pas notre pays. Babacar Ba, son président, ne cautionne pas les faits. Autant nous devons critiquer la police quand elle fait des actes qui sont condamnables, autant également nous devons critiquer et dénoncer l'attitude de certains citoyens qui s'attaquent à nos forces de défense qui sont tout simplement dans l'exercice de leur mission. Je pense qu'aujourd'hui nous devons tous et sans exception respecter nos forces de défense. Donc ce qui fait que, en tout cas, ce qui s'est passé à Mbour, donc le forum du justiciable
le condamne et le dénonce. Pour le commissaire à la retraite, il faut créer les conditions qui puissent faciliter la réconciliation entre la police et la population. Il rappelle que le Sénégal n'est pas un cas isolé. En France, les Gilets jaunes ont perpétré les mêmes actes et tout le monde a intérêt à œuvrer pour que ce genre de situation ne dégénère jamais. Awambaye, polémique autour de l'éco. Le mouvement Frappe France Dégage exige la souveraineté monétaire et un fédéralisme budgétaire avant toute chose, selon le secrétariat exécutif national. Face à la presse tout à l'heure, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont pris une décision de manière unilatérale. Compte rendu, Papa Balagui. Frappe France Dégage remet encore le couteau dans la plaie 72 heures après l'annonce de l'adoption de la monnaie éco en juillet 2020. Trésorière adjointe de Frappe France Dégage, Maram Diagne dénonce une mascarade de la part de Ouattara et d'Emmanuel Macron. Ces réformes acquises de haute lutte ne permettent pas pour autant de couper le lien colonial avec la France, car la parité de change fixe et le libre transfert des capitaux vont renforcer la mainmise des multinationales françaises sur nos économies et la pauvreté des pays de l'UEMOA. Le maintien de la France comme garant financier montre qu'elle reste souveraine sur la gestion du franc CFA coloré éco. Une décision qui fâche plus d'un et selon Bentaleb Sow, il s'agit plutôt d'un hold-up de l'UEMOA sur un projet développé par la CEDEAO. L'éco est un projet de la CEDEAO, un projet de monnaie unique que nous avions fustigé à un moment donné parce que nous pensions qu'il faut d'abord au préalable un fédéralisme budgétaire avant d'aller vers une monnaie unique de la communauté CEDEAO. Pour faire partie de l'éco, la CEDEAO avait dit qu'il faut respecter des critères de convergence qu'aujourd'hui seul le Togo respecte. Mais pour les pays de l'UEMOA, il suffit juste d'utiliser le franc CFA pour pouvoir utiliser l'éco. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait un hold-up sur la monnaie de la CEDEAO. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons fustiger. Toujours fidèles à leur combat contre l'éco, Frappe France Dégage exige tout de même la libération de Guy Marius Sagna et deux des leurs toujours retenus en prison. Sur un autre registre, le mouvement Frappe France Dégage annonce une plainte contre Nalé Wade du maire, le mouvement des élèves et étudiants républicains, pour des accusations portant sur de l'argent sale que le mouvement utilise pour mener ses activités. Selon Bentaleb Sow, la plainte va être déposée jeudi prochain. Le FRAPP a décidé de porter plainte, pour être précis, jeudi, contre le nommé Nalé Wade, porte-parole du mouvement des élèves étudiants républicains, qui fait partie du parti APR. Il a émis des accusations sur le FRAPP comme quoi que nous utilisons de l'argent sale. En plus, il affirme clairement que s'il y a du terrorisme au Sénégal, nous avons contribué à l'amener dans notre territoire. Et ce que nous n'accepterons pas, s'il y a des personnes qui peuvent faire des accusations gratuites sur notre personne, sur notre organisation, sans que la justice fasse son travail, nous n'irons plus répondre à la justice par rapport à nos activités que nous menons. Le secrétaire général du SYNPICS joint l'acte à la parole. Lettre de protestation remise au ministre de l'Intérieur ce matin. C'est pour se plaindre des brutalités subies par les journalistes au cours de la manifestation de Nyolank Nyobagne de vendredi dernier. Mohamedou Bamba Kassé rappelle à Alingou Ndiaye ses responsabilités au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons jugé nécessaire donc d'informer l'autorité publique, à savoir le ministre de l'Intérieur, des incidents qui ont eu lieu vendredi et qui ont consisté, au-delà de l'arrestation, libération de 2 journalistes, qui ont consisté presque systématiquement à une tentative de museler la presse. Donc le courrier est parti ce matin et nous avons mis en application, bien entendu, les organisations internationales auxquels on est affilié, à savoir Reporters sans frontières et la Fédération internationale des journalistes. Parce que ce qui s'est passé vendredi, encore une fois, ressemble quelque peu à une tentative de musellement de la presse sénégalaise qui était à la place de l'indépendance pour faire son travail et qui a été chargée par la police, c'est le terme. On a même vu un de nos confrères, Midi Madame Ndiaye, arrêté alors qu'il était en train de tendre le micro à une personne et de faire une interview. Donc ça, c'est des comportements inacceptables qu'on ne peut pas cautionner dans un pays qui s'appelle le Sénégal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
Et vous suivez le grand journal sur la première radio du Sénégal à 12h11. Non à la maltraitance des enfants, un appel de l'archevêque de Dakar. Dans son traditionnel message de Noël, le chef de l'église sénégalaise a également appelé à la solidarité. Monseigneur Benjamin Ndiaye au micro de Nafissatou Silla. Que les enfants qui naissent à la vie soient bien accueillis, aimés, soignés et respectés, car c'est beau la vie. Et c'est un don de Dieu, le don même par excellence. Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Il est grand temps pour notre pays de dépasser les actions symboliques pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l'égard des enfants. Car une société qui sait prendre soin de ses enfants se forge un mental fort pour mieux s'occuper des plus petits, des plus faibles et des plus pauvres. Que notre recherche de bien-être ne chasse pas notre devoir de mieux-être et ne nous ferme pas les yeux sur les nombreux blessés de la vie dans notre société. Aujourd'hui, nous entendons régulièrement parler d'intégration et d'inclusion. Noël n'est-il pas la fête de l'intégration et de l'inclusion? Par l'incarnation du Verbe, Dieu ne vient-il pas s'intégrer dans la vie des hommes? Ne vient-il pas s'inclure dans notre humanité par son intégration et son inclusion? Monseigneur Benjamin Ndiaye, les fidèles catholiques se préparent à la messe de minuit. Ils appellent à l'union des cœurs et à l'entraide dans ce reportage signé Oumou Kalsoumba. À l'église Saint-Paul de Grand-Yoff, de jeunes catholiques qui se regroupent par-ci pour les derniers réglages des enfants, par-là jouant à cache-cache. Cela montre bien qu'on prépare la veille de Noël. René Diata de la paroisse revient sur le sens de l'événement. Commémore un tout petit peu la nativité du Christ, elle le commémore bien sûr, mais voyons un tout petit peu qu'à travers ce Christ-là, c'est tout être humain, c'est l'humain lui-même qui se montre dans toute sa fragilité et que la société doit accueillir pour en faire un être qui pourra servir non seulement à l'humanité, mais à son Créateur. Voilà, à chaque fois que nous commémorons cette fête-là, nous nous rappelons que nous sommes des êtres fragiles. Et cet être fragile est incarné par cet enfant-là, que chacun de nous, chaque être humain, doit aider à pouvoir grandir. Pour la journée de demain, ce sera l'occasion de faire des prières et d'aider les fidèles à se plonger dans les Saintes Écritures. Il appelle à l'union des cœurs. Depuis des temps immémoriaux, de pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas accès à l'Écriture, de voir un tout petit peu la naissance du Christ, qui n'était pas né dans un palais, il était né tout simplement dans une toute petite case, un faible parmi les faibles. Et donc, il nous montre un tout petit peu la nécessité, pendant cette fête, d'avoir un souci vers les plus pauvres, les plus faibles. Et il représente aussi la fragilité humaine, puisqu'il est né un tout petit enfant qui ne peut même pas se défendre, comme nous tous. La fête de la Nativité, c'est demain, 25 décembre. Ce soir, une messe sera célébrée. Les fidèles sont invités à s'ouvrir. Et du porc, il y en aura à gogo, pas de pénurie. Le marché est bien approvisionné et se porte plutôt bien. Un tour à Bignona, dans le quartier Grand Yoff, entre grillades et des morceaux bien frais et bien gras. Le kilogramme de porc s'échange à 2500 francs CFA. Reportage Anna Rocha. Les années passent, Bignona ne change pas. Seul le porc est roi dans l'unique marché de cette viande à Dakar, où la fumée des grillades joue avec nos narines et le ventre. Par rapport à hier, il y a plus d'affluence. Ce matin, nous explique Guy Toupin, un des responsables. Il y a du mieux par rapport à hier là. Les gens commencent à venir là. Ça se passe bien alors? Disons un tout petit peu. Il n'y a pas de rupture. Ce qui avance sont des fausses nouvelles.
am na ñenn ñu nga xam ne moom presque dañuy jaay ci quartier yi affaire yooyu defe naa ñooy joxe genre nouvelle yooyu. Pas de pénurie, pas de hausse de prix non plus selon Nicole, une vendeuse. Le kilogramme a toujours été vendu à 2500 francs, rassure-t-elle. Mais il n'y a pas un grand ruée. Ils disent qu'il y a un pénurie. C'est tout à fait faux. Il y a assez de porc, il n'y a pas de hausse de prix. Voilà, le prix c'est à 2500 comme toujours. On est là depuis 7h jusqu'à présent et on continue jusqu'à 20h, 21h. Donc les clients peuvent venir à n'importe quelle heure. Elle aussi a ressenti le contre-coup des rumeurs qui font état d'une hausse du prix de la viande. Heureusement, il y a les fidèles clients comme ce jeune homme. Tout le temps, même hier j'étais là. Ah d'accord. Hier soir j'étais là, j'achète des longistas. C'est bon là. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de la viande ici? Ah, mais la qualité est bonne. Hein? Au menu ce soir, avec madame et quelques amis, grillade de côtelettes de porc à volonté, accompagnée d'un verre de vin pour célébrer la nativité. RFM, la radio de toute l'actualité. Et ce communiqué de l'administration pénitentiaire qui vient de tomber, l'administration dément les allégations de Babacar Diop. Il précise dans un communiqué que le leader des FDS, Force démocratique du Sénégal, n'a jamais été violenté ni torturé par des gardes pénitentiaires, comme il a eu à le dire. Des examens ont été faits par l'infirmerie de la prison de Rebeuss après les rumeurs sur sa supposée agression. Selon l'administration pénitentiaire, elle estime que Babacar Diop a refusé de regagner sa chambre après la visite. Recrudescence des tracasseries aux frontières terrestres du Sénégal. Enda Kassid du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement se manifeste pour appeler entre autres au renforcement de capacité des transporteurs commerçants, des forces de défense et de sécurité sur la législation en vigueur dans l'espace CEDEAO. À Tambacounda, Moussa Oumar Gueye. L'expérimentation de la gouvernance des corridors pourrait conduire à la levée des entraves qui secouent la libre circulation des personnes et des biens en zone frontalière. Souleymane Baro, chargé de projet à Enda Kassid. Les camionneurs qui viennent prendre leurs marchandises au niveau du port de Dakar pour l'acheminer au niveau du Mali. Nous avons également les commerçants Bana et même les commerçants femmes transformatrices qui, après avoir produit, veulent également commercialiser leurs marchandises. Par moments, ils sont confrontés à des entraves administratives, à des entraves de libre circulation des personnes et des marchandises. Nous avons également d'autres entraves, non des moindres, c'est les forces de défense et de sécurité qui sont postées au niveau des frontières. Le gouvernement malien a déjà pris des dispositions allant dans le sens de la suppression de plusieurs postes de contrôle pour réduire les tracasseries douanières. Miten Agoufen, inspecteur des douanes au Mali, est le chef de la brigade de Diboli. Le gouvernement a pris récemment et constamment, il prend des décisions pour supprimer d'ailleurs certains postes de contrôle sur les corridors. Tout ça pour faciliter un peu les échanges, la mobilité des personnes et des biens et diminuer les tracasseries. Enda Kassid a fini d'ouvrir à Ziguinchor la maison des citoyens de la CEDEAO pour une meilleure assistance à l'endroit des transporteurs et des commerçants. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Les législatives du 16 février prochain, ce sera sans l'opposition. C'est en Guinée. En Guinée, bien sûr. L'opposition qui a annoncé qu'elle va boycotter le scrutin parce qu'elle estime que l'enrôlement des électeurs a été bâclé. Elle exige aussi le recensement correct et intégral du corps électoral ainsi que le remplacement du président de la CENI, la commission électorale, mais également que Alpha Condé renonce au changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, justement, le Front national pour la défense de la Constitution prévoit une marche jeudi prochain. Écoutons à ce propos Abdoulaye Oumousso, chargé de la communication du FNDC. D'abord, il refuse de commenter la décision de l'opposition de boycotter les législatives. Nous l'avons joint tout à l'heure à Conakry. Je n'aimerais pas commenter un peu les actions des politiques, d'autant plus que le FNDC n'est pas une entité politique, mais une entité sociale. Mais bien évidemment, il faut le comprendre que cette élection législative à venir ne sont qu'une autre enveloppe fait passer le projet de troisième mandat du président de la République. Et ces partis politiques sont membres du FNDC et sachant bien que l'objectif du FNDC est d'empêcher un voyage constitutionnel à la République de Guinée, je pense qu'ils ont été vraiment matures et ils ont analysé la situation
Et ils ont compris que cette enveloppe pouvait être très dangereuse s'ils acceptaient de cautionner ce que veut le pouvoir en place. Maintenant, vous du FNDC, qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre de votre combat contre le changement de la Constitution? Oui, et justement déjà le 26, nous avons une grande manifestation qu'on a dénommée la marche de l'ultimatum. Ça va être d'ailleurs la dernière manifestation que le FNDC va faire en République de Guinée. Et cette manifestation se tiendra le jeudi prochain. Nous allons dire au pouvoir de retirer immédiatement ce projet constitutionnel. Également, au président de la République de tenir un discours solennel et rassurer le peuple de Guinée et donner un calendrier pour les élections législatives à venir, un calendrier qui pourrait être consensuel entre les acteurs du processus électoral. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que le FNDC va rester inerte sur tout ce qui est en train de se passer par rapport aux violations des droits de l'homme et autres. Et l'année 2020 s'annonce une année décisive pour le FNDC parce que tout se jouera peut-être le 29 ou le 31 décembre quand le président tiendra son discours à la nation et le FNDC réagira automatiquement à cette imposture. Guillaume Soro n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale a dû atterrir au Ghana hier pour éviter une arrestation. Alors qu'il rentrait dans son pays après 6 mois d'absence, la justice ivoirienne a émis contre lui un mandat d'arrêt international. Guillaume Soro est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Selon le procureur de la République d'Abidjan, des éléments en possession des services de renseignement établissent que le projet devait être mis en œuvre incessamment. Et en RDC, une déclaration de Adolphe Mouzito crée la polémique. L'actuel coordinateur de la plateforme d'opposition Lamuka a appelé hier à faire la guerre au Rwanda pour résoudre le problème de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, le Rwanda influe sur la politique congolaise, l'Ouganda aussi. Nous ne pouvons faire la paix qu'en menaçant le Rwanda en occupant son territoire si possible. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est une posture si rien ne change, a-t-il dit lors de sa conférence de presse, lors de sa première conférence de presse depuis qu'il a pris la suite de Jean-Pierre Bemba à la tête du présidium de Lamuka le 2 décembre dernier. Merci beaucoup Georges. Les sports, c'est avec Malal Junior Diagne. Bienvenue Malal. Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, la fédération de taekwondo lance son programme de préparation. Avec un stage qui va démarrer du 25 au 30 décembre prochain à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, plus d'une cinquantaine de jeunes combattants qui sont présélectionnés vont donc subir cette formation. Pour le président de la fédération sénégalaise de taekwondo, Balla Dièye, c'est maintenant que l'on doit préparer l'élite qui devra défendre les couleurs du Sénégal au JOJ. Balla Dièye, que nous écoutons. On avait déjà lancé en fait les JTKD 2022. Ça veut dire que les Jeux Olympiques du Taekwondo pour 2022. On avait l'année dernière, on avait fait la détection. On avait répertorié 120 jeunes, que ce soit les cadets, 60 chez les cadets et 60 chez les juniors. Cette première phase est finie, donc nous avons trié, prendre à peu près 38 cadets et 36 juniors. Donc ils vont rentrer dans la deuxième phase de préparation, donc qui va se dérouler en fait à l'UGB, à Saint-Louis. Et pourquoi à l'UGB? Parce que là-bas, en fait, sur place, nous avons un département de sport qui a presque tous les commodités qu'on cherche dans le haut niveau. Que ce soit la piscine, que ce soit la salle d'entraînement, que ce soit le médical et tout ça. On essaye en fait de faire en quelque sorte que ces athlètes-là sont dans les mêmes contextes qu'aux Jeux Olympiques de 2022. Parce qu'ils seront dans un village olympique, ils vont pas sortir, ils vont aller au resto, ils vont revenir à l'entraînement, ils vont dormir. Donc c'est ça qu'on cherchait en fait à l'UGB. Bon, nous on privilège en fait les vacances scolaires. Durant ces fêtes-là, du 25 au 31, ils vont partir à Saint-Louis, mais ils s'entraînent 2 séances par jour. Et ces 2 séances par jour, ils ont aussi le suivi scolaire aussi à Saint-Louis. Raison pour laquelle nous avons presque 10 encadreurs qui vont partir avec ces jeunes-là et 3 coachs et le staff médical de la fédération. Après le taekwondo, le football, le Casa Sport va créer une académie de football pour marquer les 50 ans du club. Et ce sera construit sur une superficie de 8000 mètres carrés. Pour le président Seydou Sané, c'est une manière de sortir le club de l'amateurisme pour aller vers le professionnalisme, mais également changer de fusil d'épaule. Plus de détails sur cette nouvelle vision des responsables du Casa Sport avec Seydou Sané. Il est le président du Casa. Il faudrait que nous montrions à la face du monde qu'un club traditionnel peut migrer vers le professionnalisme et aller à l'avant. Alors,
Donc c'est dans ce sens-là aujourd'hui que nous avons dit, conformément à notre vision, qu'il faut aller vers un centre académique, une académie de formation. Dans cette académie, nous aurons un terrain aux normes réglementaires, gazonné. Nous aurons un bâtiment aussi, une infrastructure de dernier cri qui va abriter des bureaux, qui va abriter des salles de réunion, qui va abriter des salles de spectacle, des salles de musculation et des dortoirs pour les choses. Nous allons mettre à côté de tout cela aussi une piscine. Et c'est le projet que nous voudrions montrer et dire aux gens que il est possible qu'un club traditionnel aussi migre dans ça. On doit coupler donc l'aspect traditionnel à l'aspect professionnel. Ça va être une infrastructure complète qui peut abriter 50 jeunes. Nous allons aussi allier sport et études. Nous allons les encadrer. Alors, donc, les travaux débutent ce mois, le 30 décembre, là, pour 8 mois. Normalement, en fin juillet, on doit avoir, le Casa Sport doit avoir son siège fonctionnel avec un terrain, avec toutes les commodités, projecteurs et tout ça. Et à Guédiawaye Malal, la gestion du stade Ndiarem pose problème. Et avec l'ASC Espoir de Guédiawaye qui conteste le nouveau plan de gestion mis en place par le nouveau directeur. Plus de détails avec Salif Sow. Séance d'entraînement très intense sur la nouvelle pelouse synthétique du stade Ndiarem. Espoir de Guédiawaye en division régionale s'entraîne ici depuis 17 ans. Cependant, joueurs et dirigeants se voient déjà lésés par le nouveau gérant de l'infrastructure sportive autoproclamé, Amadou Sambou, capitaine de ASC Espoir de Guédiawaye. C'est un club fédéral, Espoir, division régionale, qui occupait le stade du lundi jusqu'au vendredi de 15h à 19h, soit 4 heures de temps par jour, depuis 2002 jusqu'à nos jours. Donc, c'est notre siège social. Il a voulu nous donner que 2 heures d'entraînement par jour, 17h à 19h, durant 3 jours, lundi, mercredi, vendredi, soit 6 heures par semaine, alors que nous aurions besoin de 4 heures de temps par jour et pour 5 jours de la semaine. Mieux, poursuit-il, pour ce nouveau stade, il faut une gestion participative et transparente. Pour mieux optimiser les résultats estompés et pour l'assurance d'une gestion participative. S'agissant du plateau multifonctionnel qui était destiné pour le basket, le handball et le PES, avec 2 stades, les 2 clubs du département ne doivent pas avoir de problème pour l'utilisation convenable des infrastructures sportives, car les 2 clubs fédéraux de la localité doivent être favorisés avant la location et autres. Guédiawaye est doté d'un 2e stade neuf, le coût 1,3 milliard de francs CFA. Mais l'infrastructure sportive n'est pas encore réceptionnée, le chantier n'est pas totalement achevé. N'empêche, le stade est ouvert au public. Dakar en manque. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Oui, c'est tout. C'est tout. Merci, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Le covoiturage. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Georges Diop. La drogue dans la banlieue dakaroise. La situation est préoccupante si l'on se fie à l'Observateur. Selon le journal, l'usage et l'abus des stupéfiants enregistrent une hausse sans précédent. Et plus aucun quartier n'est épargné, avec notamment une percée de la cocaïne et de l'héroïne. Mon confrère rapporte qu'au centre d'information et de sensibilisation sur les drogues et à l'hôpital de Thiaroye, les consultations ou prises en charge ont augmenté. Au centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye, 642 cas ont été recensés pour le premier semestre de l'année 2019 et les femmes et les jeunes sont les plus concernés. L'Obs fait savoir que le cannabis est la drogue la plus consommée. Guédiawaye et Pikine, les communes les plus touchées. Au centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye, l'on confie au journal que 60% des individus addicts ont commencé à consommer pour la première fois au lycée ou au collège. Justement, la consommation de la drogue dans nos écoles, Tribune indique que selon des statistiques anciennes, 5% des élèves consomment des drogues. Et le coordinateur général du comité interministériel de lutte contre la drogue fait savoir que des enquêtes sont commanditées pour avoir une physionomie réelle sur la situation de la drogue dans les écoles. Le journal Source A, lui, a mené une enquête sur l'affaire de l'arme à feu ayant tué son acquéreur au marché Ocas de Touba. Source A révèle que Mamour Sarr et Abdoulaye Lo étaient tombés d'accord sur 107 000 francs CFA pour le prix de l'arme à poing de type École Tuma de calibre de 8 mm. Et si on se fie aux propos du mis en cause devant les enquêteurs, Abdoulaye Lo s'est logé une balle au niveau de l'abdomen. Selon lui, son client manipulait l'objet pour s'assurer de sa fonctionnalité. Source A précise tout de même qu'une perquisition au domicile du vendeur a permis à la police d'y retrouver des cartouches. Il a été déféré hier au parquet de Diourbel pour vente illégale d'armes sans autorisation administrative et pour homicide involontaire. Hier toujours, c'était chaud au quai de pêche de Mbour
cours entre pêcheurs et forces de l'ordre. Selon les Échos, les policiers, malmenés par la foule, ont fini par détaler. À l'origine des affrontements, les manifestants sont opposés au projet de construction d'un nouveau quai de pêche d'un coût de 3 milliards de francs CFA à l'endroit du parc Piroguier. Ainsi, devant ce regain de violence qui a occasionné plusieurs blessés et des arrestations, le ministre de la Pêche est venu en sapeur-pompier et a menacé de délocaliser le projet si les pêcheurs persistent dans leur position. Et l'on parle de la campagne de commercialisation arachidière. Dans un large dossier, Sud Quotidien indique que les huiliers ne savent plus à quel saint se vouer puisque les Chinois ont amassé une grande partie de la production. Les huiliers inquiets du rythme de cette campagne demandent à l'État de mettre de l'ordre dans le secteur, arguant qu'une menace de perte d'emploi plane au niveau de la Sonacos. Ce que semble confirmer le directeur général de la Sonacos dans un entretien accordé au journal Le Quotidien. Modou Diagne Fada s'offusque du fait que les Chinois bénéficient d'une double subvention de la Chine et du Sénégal. Et cela, à ses yeux, pose problème. Ainsi, il est d'avis que l'on doit réguler le marché, sinon on va vers une situation difficile. Modou Diagne Fada qui confie par ailleurs qu'ils sont à 1,15% de leurs objectifs. La colère des chiffreurs du palais. Enquête s'en fait l'écho. Le journal écrit qu'ils sont bloqués par les contrats spéciaux de retraités. Selon Enquête, 26 sortants de la promotion 2015 des chiffreurs sont délibérément maintenus à un statut d'élève. 4 d'entre eux sont remerciés en mars 2018 pour avoir dénoncé cette situation. À la une de l'As, la polémique autour de la délocalisation de Mbobos. L'État désamorce la bombe écologique. Le journal révèle qu'à la place d'une fermeture, l'État annonce un projet de réhabilitation qui s'étend sur 6 ans. À lire dans Le Soleil, un dossier sur le recyclage des déchets électroniques et électroménagers. De l'or potentiellement nocif. C'est le titre qui barre la une du journal Le Soleil qui souligne que le Sénégal a entrepris la révision de ses textes pour minimiser les risques et exploiter les opportunités de ces rejets. Sport pour terminer, héritier de Bokandé et Diouf, Record tourne son regard vers l'attaquant sénégalais de Liverpool. Sadio tient haut le flambeau selon Record. Pendant ce temps, Stade fait le bilan à mi-chemin des Lions de la Ligue 1 française. Habibou Diallo et Mbaye Niang cartonnent. Idrissa Gana Gueye rassure. À vos kiosques et bonne lecture.